Bonjour Monsieur Aurélien Barraud, nous sommes des élèves de première RS à Bertramé. Nous réalisons un TPE sur le voyage dans le temps et nous aimerions vous poser quelques questions, donc si vous pouvez vous présenter s'il vous plaît en 2 minutes. D'accord, donc moi je m'appelle Aurélien Barraud, je suis enseignant-chercheur, c'est-à-dire que je fais à la fois des cours à l'université de Grenoble, je suis responsable d'un master de physique théorique et chercheur, et donc mes activités de recherche portent d'une part sur l'étude du rayonnement cosmique et sur la recherche de la dynamique de l'univers, et d'autre part sur des aspects plus théoriques liés au trou noir et à ce qu'on nomme la gravitation quantique, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans les tout premiers instants de l'univers. Donc, la relativité générale, c'est essentiellement notre grande théorie de l'espace-temps. C'est la grande révolution d'Einstein, et ce qu'elle nous montre, c'est que l'espace-temps n'est pas quelque chose de figé dans lequel se déploient les phénomènes, mais que l'espace-temps est lui-même une structure dynamique, c'est-à-dire que l'espace-temps est influé par la présence des corps. Alors quand on la regarde de près, ce que nous montre la théorie d'Einstein, c'est probablement que le temps n'existe pas. En réalité, c'est une physique qu'on pourrait dire purement relationnelle. C'est-à-dire qu'en relativité générale, les choses ne sont pas ici et là, à cet instant et à cet autre instant, les choses sont les unes par rapport aux autres. En fait, on ne mesure jamais le temps en tant que tel. Ce qu'on va mesurer, c'est par exemple un nombre d'oscillations du ressort spiral d'une montre entre 2 positions successives d'un objet. C'est-à-dire que le temps, en relativité générale, c'est une sorte d'artefact. Donc la première partie de ma réponse, c'est de dire que concrètement, quand on regarde vraiment la théorie d'Einstein, c'est une théorie sans espace et sans temps. C'est une théorie où l'univers, c'est un ensemble de champs électroniques, champs protoniques, qui sont en interaction avec le champ gravitationnel. Il n'y a plus d'espace-temps. Si maintenant on veut quand même réhabiliter la vision newtonienne de l'espace et du temps, alors la relativité générale ne peut éventuellement permettre des voyages dans le temps que dans certains cas extrêmement particuliers, ce qu'on appelle les trous de verre, qui sont des solutions très spéculatives. Donc je veux bien vous parler des trous de verre, mais il faut être conscient que la première réponse d'un physicien, elle, ça n'existe pas. Les voyages dans le futur sont possibles, les voyages dans le passé sont impossibles. Ça, c'est la réponse de notre compréhension actuelle de la physique. Maintenant, comme tout chercheur, les spécialistes de la relativité essayent de regarder des situations un peu bizarres, un peu hétérodoxes, un peu étranges, et là on se rend compte qu'il n'est pas exclu qu'il existe des structures mathématiques permettant les voyages dans le passé. Mais il faut quand même être bien clair, ce sont des solutions très peu vraisemblables et très peu crédibles. Alors, l'ennui, c'est que pour expliquer ce qu'est un trou de verre, il faudrait savoir ce qu'est un trou noir. Un trou de verre, c'est essentiellement un pont qui lie 2 trous noirs. C'est, si l'on peut dire, une sorte de raccourci dans l'espace-temps. Alors, à partir du moment où c'est un raccourci dans l'espace-temps, il se pourrait qu'en empruntant cette espèce de boyau, comme ça, qui relie 2 feuilles d'espace-temps, on puisse suivre une trajectoire qui corresponde à un temps plus faible que la trajectoire suivie sans emprunter ce trou. Autrement dit, il se pourrait qu'en suivant ce trou de verre, un observateur parvienne à se retrouver dans le passé d'un autre observateur qui, lui, n'a pas emprunté le trou de verre. Donc voilà en gros l'image générale du voyage temporel. Oui, alors je pense que le terme plasma n'est pas tout à fait correct. Disons qu'en cosmologie, il y a ce qu'on appelle des modèles d'univers-bulles, je pense que c'est à ça que vous faites allusion, qui correspondraient à des univers décorrélés les uns des autres et qui présenteraient éventuellement des lois physiques différentes. Alors ça, ce sont des modèles très spéculatifs, mais très intéressants. Alors là, finalement, on voit que cette idée de voyage temporel commence à toucher à ses limites. Parce qu'en réalité, en relativité générale, on ne peut même plus définir un temps global pour un tel système d'univers multiples. C'est-à-dire que le concept même de temps, en réalité, n'est pas défini à l'échelle de ce qu'on pourrait appeler un multivers, hein, qui est un aphorisme par analogie avec univers, qui serait un monde, multivers serait une infinité de mondes. Et dans cette infinité de mondes, on ne peut même pas définir une sorte de métaconcept de temps. Vous voyez ? Donc là, c'est une sorte de métastrate, de niveau supérieur de complexité, qui est spéculative, hein, donc on ne sait pas si elle est aujourd'hui réaliste ou pas, mais qui, de toute façon, si elle advenait, ne serait même plus descriptible en termes d'une variable temps unique. On ne pourrait même plus définir le temps pour ce système-là. Tout simplement parce que la relativité générale ne permet de définir le temps que relativement à un système très privilégié.
Or là, vous n'avez plus un système privilégié. Vous avez des univers décorrélés les uns des autres, et donc on ne peut plus définir un temps global pour tous les définir. À partir du moment où il n'y a plus de corrélation entre les systèmes, il n'existe plus de variable temps global pour définir l'intégralité du système. Ah oui, ça n'a rien à voir. L'antimatière, c'est une forme particulière de matière, rien de plus. C'est une forme de matière qui a une charge électrique opposée à la matière et qui a la caractéristique que, mise en présence de matière, elle s'annihile. L'antimatière a été comprise en 1936 d'un point de vue théorique et observée d'un point de vue expérimental en 1937. Donc l'antimatière n'a rien de bizarre, rien d'étrange, l'antimatière est bien comprise. Alors, attention, je finis d'abord de répondre à la première question. Elle n'a aucun lien avec la matière noire, qui est la partie invisible de l'univers. Est-ce qu'elle a un lien avec le voyage dans le temps? Alors, la première piste est de répondre non, parce que l'antimatière, ce n'est que de la matière avec une charge électrique opposée. Elle a quand même un petit lien avec le voyage dans le temps, parce que Richard Feynman, un physicien génial, a montré que la description d'une particule se propageant à temps croissant, usuellement, est équivalente à la propagation d'une antiparticule se propageant à temps décroissant. Il faut bien voir que ça, c'est une simple analogie mathématique. Ça veut dire que si on change le signe de l'énergie et le signe du temps dans les équations de la physique, on retrouve les mêmes équations. Mais ça ne signifie pas réellement que l'antimatière remonte le temps. C'est une description analogue, une description effective. Et la matière sombre? Alors la matière sombre, c'est simplement le nom qu'on donne à une grande partie de la masse de l'univers dont la nature physique est inconnue. On l'appelle sombre simplement parce qu'on ne la voit pas. On sait qu'elle est là, mais on ne sait pas ce qu'elle est. Oui et non, je peux vous parler de physique quantique, je ne peux pas vous parler du lien avec le voyage dans le temps parce qu'il n'y en a pas. Essentiellement, la physique quantique ne permet pas non plus, et encore moins que la relativité générale, de faire ça. Donc la physique quantique, c'est l'autre grande révolution du XXe siècle, qui montre qu'à une petite échelle, tout devient discontinu, vous voyez, un peu comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait, qui montre que les particules élémentaires sont douées d'ubiquité, c'est-à-dire qu'elles peuvent se trouver simultanément à deux endroits différents, ce qui est vraiment assez étrange pour l'imaginaire, et qui montre qu'il faut renoncer au déterminisme de la physique classique, c'est-à-dire que quelque chose d'absolument aléatoire, stochastique, imprévisible, apparaît dans la structure ultime du réel. Alors la mécanique quantique, elle, gère le temps de façon très classique, pas du tout comme la relativité générale. Le temps est une variable extérieure, une variable absolue, qui s'écoule de façon uniforme, et donc linéaire absolument. Et donc la mécanique quantique est, à mon sens, totalement muette sur cette question des voyages dans le temps, qu'elle ne permet absolument pas. Là, la réponse est claire. Non, pas vraiment. La théorie des cordes, ce n'est qu'une théorie de l'infiniment petit qui essaye de redéfinir les particules élémentaires, non pas à l'aide de ce qu'on appelle notre modèle standard actuel, mais à l'aide de vibrations de petites cordes fondamentales. Et les différents modes de vibration de ces petites cordes généreraient toutes les particules connues, un peu comme une corde de violon, si tu veux, qui suivant la position des doigts sur le manche peut générer toutes les notes de la gamme chromatique. Donc la théorie des cordes, c'est une théorie d'unification, c'est une théorie de la gravité quantique, c'est pas du tout une théorie qui autorise les voyages dans le temps. En fait, mes réponses sont un peu décevantes parce que la réponse essentielle est que la physique ne permet pas les voyages dans le temps. Parce que tout à l'heure on a évoqué les trous de verre, mais même les trous de verre ne le permettent pas en fait. Parce que c'est une solution théorique, mais on s'est rendu compte que quand un corps massif passait dans un trou de verre, le trou de verre se ferme. Donc en réalité les trous de verre ne sont pas traversables par la matière. Quand bien même ils existeraient, ce qui est déjà très improbable, ils ne pourraient pas être traversés. Et heureusement, parce que le voyage dans le temps contredirait la causalité, et la causalité aujourd'hui c'est le principe le plus inviolable de toute la physique. Tous les paradoxes philosophiques qui entraîneraient, etc. Par exemple, si on tuait notre grand-père, oui. Il viendrait, etc. Ce genre de questions. Bah, ce genre de question n'a pas lieu d'être, puisque aucune théorie physique ne laisse entendre qu'il soit possible de tuer son grand-père. Il est possible, en revanche, de tuer son arrière-petit-fils. Ça, on peut voyager dans le futur. C'est très facile, hein, il suffit de quitter la Terre dans une fusée suffisamment rapide. Et tu vas par exemple, toi, passer 3 ans dans cette fusée, tu auras vieilli de 3 ans, ce sera passé 3 ans pour toi, et quand tu reviens sur Terre, il se sera passé 3000 ans. Ça c'est vrai, ça va vraiment se passer comme ça, et quand tu reviens, tous tes amis seront morts, ta famille sera morte, etc. Mais c'est irrémédiable, tu ne pourras pas ensuite revenir dans le passé.
Moi j'en dirais que ça a été une piste de recherche extrêmement intéressante. Dans les années 70-80, des très grands physiciens, des gens très sérieux comme Kip Thorne ont beaucoup travaillé sur le sujet et ça a permis de faire des progrès considérables en relativité générale. Je dirais qu'en tant que telle, je crois que c'est une piste un peu stérile, c'est-à-dire qu'elle n'a rien donné pour la compréhension des voyages dans le temps eux-mêmes. C'est-à-dire que la conclusion est la même aujourd'hui qu'il y a 40 ans, à savoir c'est pas possible. Mais comme souvent en recherche fondamentale, en se posant ce type de questions, même si la réponse est négative, on a appris énormément de choses. Et la structure interne des trous noirs, par exemple, qui est un problème fondamental en relativité générale, a été beaucoup mieux comprise depuis que les gens ont étudié les trous de verre. Même s'il s'avère que les trous de verre n'existent pas ou ne sont pas traversables, je trouve que la morale de cette histoire, c'est que le questionnement sur les trous de verre a en réalité amené à une compréhension beaucoup plus profonde des trous noirs. Et les trous noirs sont déjà des objets fascinants, puisque par exemple dans un trou noir, l'espace se change en temps et le temps se change en espace. Si vous voulez, vous avez une inversion du temps et de l'espace. Et la singularité centrale du trou noir correspond moins à un lieu localement déterminé qu'à une sorte d'achèvement du temps. C'est vraiment le temps s'arrête au milieu d'un trou noir. Ce sont déjà des structures très fascinantes. Et ça, en revanche, on a toutes les raisons de croire que ce sont des modèles sérieux. Là, c'est pas de la spéculation de science-fiction. On ne démontre jamais rien en physique. Aucune théorie physique ne l'a démontré. Ni la théorie des cordes, ni aucune autre. Ça, c'est normal. La relativité générale a été démontrée? Non, bien sûr que non. La seule chose qu'on peut démontrer en physique, c'est qu'une théorie est fausse. On ne peut jamais démontrer qu'elle est vraie. Pour démontrer une théorie, il faudrait faire toutes les expériences qu'elle prédit. On ne fera jamais toutes. Donc on ne démontre jamais une théorie physique. En réalité, la seule chose qu'on sait, c'est que toutes les théories physiques sont fausses. C'est ça que nous apprend l'épistémologie. Donc non, aucune théorie physique n'a jamais été démontrée et aucune ne le sera jamais. D'accord. Bien, merci beaucoup, monsieur Aurélien Barraud, pour cette interview. Bon courage.